Barack Obama, élu 44e président des États-Unis. La jeune Europe se dote d'institutions nouvelles, un conseil des ministres des Affaires étrangères. Pour l'instant, il n'y a pas de cessez-le-feu. Yalta s'est terminé ce jour même à Paris. Chacun veut venir saluer l'ouverture du mur. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Fabriquer la diplomatie, c'est aussi penser l'avenir et imaginer l'après. De nombreux États ont doté leur ministère des Affaires étrangères de structures plus ou moins indépendantes qui ont pour vocation de décrypter la marche du monde et d'en tirer des conseils, des orientations, qui viennent alimenter l'écriture de la politique internationale du pays. En France, depuis 1973, l'équipe du CAPS, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, capte les grandes tendances de l'environnement international et se prête au difficile exercice de l'anticipation. Cette série, CAPS, 50 ans de futur, offre le récit de la création de ce centre à la fin de la guerre froide et des grands moments charnières des relations internationales, racontés par les voix des femmes et des hommes qui les ont pensés. Mon nom est Pierre Luller, je suis un diplomate de carrière. Je suis Muriel Domnac, j'étais directrice adjointe du Centre d'analyse et de prévision. Justin Weiss, j'ai eu la chance de diriger le CAPS. Je suis Jean-Marie Guéhenno, je suis arrivé à la direction... Je suis Marie Dumoulin, j'ai été au CAPS de 2016 à 2018. Mon nom, Thierry de Montbrial, le premier chef du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur. Une série du podcast Sources diplomatiques. Je suis Jean-Marie Guéhenno. Je suis arrivé à la direction du Centre d'analyse et de prévision au printemps 1989. Je connaissais déjà le CAP parce qu'au tout début de ma carrière, alors que j'étais membre de la Cour des comptes, j'avais été appelé par Jean-Louis Gergorin, le directeur de l'époque, à être son adjoint au Centre d'analyse et de prévision, donc au tout début des années 80. Et là, je m'occupais notamment des relations avec les groupes armés non étatiques. C'était une de mes spécialités de l'époque. Entre-temps, j'avais pris la direction des services culturels français aux États-Unis, et puis j'étais revenu à la Cour des comptes, et j'étais très heureux de me retrouver au CAP en 89, dans cette période charnière de l'histoire du XXe siècle. J'avais déjà le goût des relations internationales. À l'École nationale d'administration, j'avais eu comme professeur Jacques Andréani, qui était un très grand diplomate, qui était d'une certaine manière l'inventeur du concept clé de ce qu'on appelait encore la CSCE, qui a donné l'acte final d'Helsinki en 1975. Et quand je suis arrivé au Centre d'analyse et de prévision, les contacts que j'ai immédiatement eus, y compris aussi avec tout l'establishment américain en matière de défense et de stratégie. J'ai connu à cette époque un certain nombre, au fond, des pères de la réflexion sur les armes nucléaires aux États-Unis qui avaient développé cette réflexion dans les années 60. Tout cela m'a renforcé dans mon intérêt pour les relations internationales et en même temps pour la complexité de ces relations. Je crois que une des dimensions essentielles du CAP, c'est de multiplier les contacts. Sa première ligne de contact, ce ne sont pas les diplomates. Alors, il y a les experts universitaires et le CAP, depuis son origine, a entretenu des relations serrées avec tout un réseau de think tanks, de spécialistes dans le monde entier. Et je crois que c'est très précieux. Et puis, il y a le contact de terrain. Alors, les ambassades ont ce contact de terrain, mais je dois dire, quand on débarque dans un pays où, pour une plus brève période, il y a une sorte d'intensité du contact qui, quelquefois, fait sentir les choses plus fortement. Et en 1989, on voit les choses qui commencent à vibrer à l'Est. Et je pars pour la Pologne et je rencontre, alors l'ambassade m'organise des contacts très intéressants, je déjeune avec Geremek à Varsovie. Et puis je vais à Gdansk, et à Gdansk, je déjeune avec Lech Wałęsa, chez son confesseur, qui est un personnage curieux et problématique d'ailleurs. Mais une longue conversation avec Wałęsa à Gdansk, ça donne une sorte de texture des événements, d'une façon qu'on n'a pas si on fait simplement des lectures. Et je crois que le CAP, tout au long de son histoire, s'est plongé dans des situations de crise
où on rencontre les acteurs de la crise, où on n'a pas le bagage d'être le représentant officiel, enfin on appartient au Quai d'Orsay, mais on n'a pas le bagage d'être le représentant officiel, on est moins en position de négociation, de discussion, de positionnement politique. On est à l'écoute et ce type de contact, je crois, est extrêmement précieux. Et tout au long de mes années au Centre d'analyse et de prévision, j'ai attaché beaucoup d'importance à ces visites de terrain où jumellaires, si je puis dire, et où en humant l'air, eh bien, il ne faut pas être léger et tirer les conclusions définitives d'un contact de ce type. Mais si on recoupe ce contact avec ce qu'on entend d'analyse plus intellectuelle, plus conceptuelle, à ce moment-là, ça permet de pondérer, au fond, différentes hypothèses d'une façon beaucoup plus solide que si simplement c'était un débat analytique. Et je crois que c'est cette combinaison de contact humain et de réflexion analytique qui fait souvent la force du Centre d'analyse et de prévision. Je me rends en Pologne quelques mois avant le président de la République et donc j'ai ces contacts avec Wałęsa, avec un certain nombre d'intellectuels polonais et on se rend compte que ce qui est en train de se passer est quelque chose qui touche les fondements même de la société polonaise. Quand j'arrive en 1989 en Pologne, j'ai le sentiment d'avoir la confiance que les gens ont dans leur cause, qu'on est dans une situation où, disons, la peur a disparu. Et donc, 89 ne va pas être la répétition de 81. Alors, on fait des notes pour expliquer ça au ministre. J'avais des contacts réguliers avec l'Élysée, avec Hubert Védrine. Donc, on explique tout ça. L'Élysée se rendait bien compte qu'il se passait quelque chose. Ils avaient vraiment beaucoup à se dire. Le président Mitterrand et Lech Wałęsa ont déjeuné ensemble aujourd'hui à Gdansk. Côte à côte, en fin de matinée, le général Jaruzelski, cette fois en uniforme, et le président de la République sont allés déposer une gerbe au monument de Westerplatte à Gdansk. François Mitterrand, auparavant, s'était longuement entretenu avec Lech Wałęsa lors d'un déjeuner. Entretien ayant permis d'aller plus avant dans la compréhension de la situation exceptionnelle que connaît aujourd'hui la Pologne. Et donc, François Mitterrand se rend en Pologne à l'automne 89, si ma mémoire est correcte. Et là, il y a des scènes extraordinaires parce qu'il veut aller à Gdansk, parce qu'il veut rencontrer Wałęsa. Et là, la foule à Gdansk, évidemment, est ravie, est dans un état d'excitation extraordinaire à l'idée qu'un président d'une grande démocratie est là pour soutenir, ce n'est pas le mot, Mitterrand est prudent, mais enfin pour quand même reconnaître le mouvement polonais. Le président Mitterrand, qui aime bien le contact avec la population, au lieu de rester dans sa voiture, veut marcher à pied dans des rues qui sont noires de monde, enfin avec les policiers qui le protègent. Jaruzelski, qui l'accompagne dans ce voyage, lui n'est pas chaud du tout, évidemment, pour ce bain de foule. Et la foule ne sait pas trop comment réagir parce qu'elle veut acclamer Mitterrand, mais n'a aucune envie, évidemment, d'acclamer Jaruzelski. Et c'est ces moments où on voit l'histoire un peu basculer, où Jaruzelski est obligé de se plier aux demandes de son hôte. Et on voit toute l'ambiguïté de la situation à l'époque. Est-ce que Jaruzelski va embrasser un mouvement qui ne peut pas arrêter? Est-ce qu'il va l'écraser? Ça paraît de moins en moins possible. Est-ce qu'il va être balayé par lui? C'est ce qui finira par se produire. C'est le genre de situation où l'histoire hésite. Et j'étais parti de cela comme un modeste accompagnateur du président. Et disons que ça confirmait tout ce sentiment de basculement historique. Le mur de Berlin est encore debout, mais le mouvement s'accentue. J'ai des collaborateurs qui suivent l'Allemagne de l'Est et qui décrivent les ambiguïtés de l'Allemagne de l'Est. Le fait qu'il y a en Allemagne de l'Est plusieurs courants. Il y a en Allemagne de l'Est des gens qui, au fond, ne rêvent que d'une chose, c'est de se fondre dans la République fédérale allemande, dans sa prospérité, dans son... Il y en a d'autres, et bon, des années plus tard, on verra le film Goodbye Lénine. Il y en a d'autres qui se disent quand même,
ce capitalisme de marché, c'est pas parfait, on n'aime pas complètement ça, et qui se demande s'il y a une identité est-allemande. Et ces hésitations, cette complexité de la société d'Allemagne de l'Est, qui en réalité existe toujours, parce que quand on voit les élections en Allemagne plus de 30 ans plus tard, on voit qu'il y a des séparations entre les Länder de l'Est et les Länder de l'Ouest. Mais ces hésitations au sein de la société allemande, elles ont des implications pour la politique internationale. Est-ce qu'on va essayer de consolider une identité est-allemande une fois que le mur de Berlin sera tombé, ou est-ce qu'il faut se rendre à l'idée que l'Allemagne va s'intégrer complètement dans l'Allemagne de l'Ouest? À ce moment-là, nous n'imaginons pas que le mur de Berlin va s'effondrer. Ça n'est pas dans notre champ de vision. Parce que je crois que dans la prévision, les moments de rupture, c'est ce qu'il y a de plus difficile à prévoir. L'esprit humain, il prolonge les tendances. Donc, imaginez qu'un monde qui existe depuis des décennies, depuis le début des années 60, l'érection du mur de Berlin, que ce monde puisse s'effondrer d'un coup, même si on en voit les prémices, on voit la frontière hongroise qui s'ouvre, on a toutes sortes de mouvements qui indiquent que le bloc de l'Est est en train de s'effriter. Mais cette rupture fondamentale où le mur tombe, où les soldats est-allemands ne tirent pas sur ceux qui essayent de passer le mur, ça c'est une rupture qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, ce sont les frémissements de la société avec toutes leurs ambiguïtés. Écoutez, nous sommes à Checkpoint Charlie. Vous savez que c'était le point de passage réservé aux étrangers. Et là, tout le monde, les Allemands de l'Est, se mélangent aux Polonais. Et puis, de l'autre côté également, il y a 300 mètres de file d'attente d'Allemands de l'Est qui veulent venir passer le week-end à l'Ouest. Je crois que c'est un événement quand même extraordinaire, c'est-à-dire que chacun veut venir saluer à sa manière l'ouverture du mur. Le 9 novembre 89, j'étais à Washington en partance pour le Japon. On ne peut pas être plus loin des événements et de cette centralité européenne de 1989 que moi, j'étais convaincu qu'il fallait le plus vite possible aller sur place. Et j'ai trouvé l'occasion d'une conférence où j'étais invité à Berlin vers la fin novembre, donc moins de 3 semaines après la chute du mur, pour aller à Berlin. Et là, à Berlin, j'évoque souvent donc cette idée qu'il faut humer l'air, qu'il faut, à Berlin, fin novembre 89, j'ai compris qu'entre les différents scénarios d'une Allemagne de l'Est qui essaierait de préserver son identité ou d'une Allemagne de l'Est qui allait se fondre dans l'Allemagne de l'Ouest, il y en avait qu'un qui tenait, c'était l'Allemagne de l'Est qui allait se fondre dans l'Allemagne de l'Ouest. Et moi, me promenant dans les rues de Berlin, avec un dîner qui a été organisé à Berlin, qu'on appelait encore Berlin-Est, où au lieu de passer par les checkpoints habituels, Checkpoint Charlie et autres, on a pris le Glienicke-Brücke, qui était un pont qui était toujours fermé, mais où se faisaient des échanges d'espions pendant la guerre froide. Nous, notre autobus a gentiment traversé ce pont, marquant le changement révolutionnaire qui était en train de se produire. Donc, en me prenant dans Berlin, j'ai eu la conviction que l'Allemagne orientale ne pouvait pas rester comme une entité indépendante, parce qu'au fond, c'était, si je puis employer cette image, c'était comme un ballon qu'on a crevé avec une épingle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le ballon va se dégonfler. Et donc, cette idée d'une Allemagne qui serait en contact avec l'Allemagne occidentale, mais qui garderait sa personnalité, son existence, son indépendance, son identité politique, j'ai compris que c'était une hypothèse qui n'avait pas de sens, qui n'était pas du tout réaliste. Et donc, qu'il fallait se préparer à une unité allemande très rapide. Et là, c'est là que le Centre d'analyse et de prévision a joué son rôle, c'est-à-dire que dans le débat en France sur le rythme de l'unification de l'Allemagne, nous avons pris tout de suite une position très claire sur le fait que cette unification allait se produire rapidement. Nous n'avions pas vu venir la chute du mur, mais nous avons vu venir très clairement l'unité allemande.
Alors, à l'Élysée, mon contact privilégié était Hubert Védrine, et donc j'allais le voir régulièrement, et je suis allé le voir pour lui dire que tout ça allait se passer très vite, et que donc pour la France, c'était stratégique d'accompagner une unité qui allait se faire rapidement. En même temps, bon, le président de la République faisait ses choix. Je crois que pour le président de la République, la question des frontières de l'Allemagne, de la ligne Oder-Neisse, n'était pas encore réglée à l'époque. Et donc, la France ne voulait pas se précipiter dans le wagon de l'unification trop rapidement. Elle voulait clarifier un certain nombre de choses et elle cherchait des leviers pour peser sur l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle Mitterrand s'est rendu à Kiev quelques jours plus tard. Moi, j'aurais souhaité que le président de la République dise clairement aux Soviétiques, à Gorbatchev, que l'unité allemande était un fait historique que la France allait soutenir sans réserve, dès lors que la question des frontières serait réglée. Je ne pense pas que ce soit exactement le message qui a été donné à l'époque, et je trouve que c'est un peu dommage. Cela dit, dans la durée, ça n'a pas eu vraiment de conséquences, parce que peu à peu, au printemps 1990, la France a compris l'inévitable, et à la différence de Mme Thatcher, pour laquelle l'unité allemande, il n'y avait aucun aspect positif du point de vue britannique, il n'y avait aucun, comment dirais-je, contre-feu possible. Pour la France, il y avait la conviction européenne, et donc pour François Mitterrand, face à l'unité allemande, l'idée a été de renforcer la construction européenne. C'est l'idée de l'euro, c'est l'idée d'une évolution des institutions européennes, d'une plus grande intégration européenne. C'était une bonne chose, et en même temps, à mon avis, par rapport à l'avenir, c'était un peu insuffisant. Parce que je crois, enfin aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, nous payons un tout petit peu cette vision trop défensive de l'Europe. Nous avons vu la construction européenne en 89-90 comme un moyen de rééquilibrer les choses par rapport à l'Allemagne, c'est-à-dire comme une affaire intra-européenne. Alors que la question pour l'Europe, aujourd'hui, en 2023, est la question du rapport de l'Europe au reste du monde. Comment est-ce que l'Europe peut exister par rapport au reste du monde? Donc ça, c'est cette période extraordinaire de la fin 89, où le Centre d'analyse et de prévision essaye de développer une méthodologie qui s'appuie à la fois sur une réflexion stratégique classique, quelles sont les forces en présence, qui peut peser sur les choses, et en même temps comprendre que dans ces moments de crise, dans ces moments d'accélération de l'histoire, il y a de nouveaux acteurs qui émergent, qu'on ne contrôle pas, et qu'il faut savoir prendre en compte. C'est-à-dire, en l'occurrence, tous ces Est-Allemands qui ont une aspiration commune, et où les ambiguïtés qui pouvaient exister avant que le mur tombe disparaissent. Le plus difficile dans la prévision, c'est d'avoir une vision exacte du rythme auquel les événements vont se produire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision des tendances générales, mais les coups d'accélérateur, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est extraordinairement difficile à prévoir. Et le défi, comme la chute du mur, ou comme la dislocation de l'Union soviétique. Ce qui est important, c'est quand il y a un signal qui apparaît dans le brouillard général, il faut savoir l'interpréter. Et là, le Centre d'analyse et de prévision, je ne dirais pas qu'il a vu la dislocation de l'Union soviétique en 1990. Ça n'est pas vrai. En revanche, quand il y a la tentative avortée de coup d'État contre Gorbatchev, que Yeltsin en profite et assoit son autorité, là, le Centre d'analyse et de prévision, et je dois rendre un hommage particulier à Pierre Buller, qui était devenu mon adjoint et qui avait été en poste
en Union soviétique, connaissait très bien la Russie, comme la Pologne d'ailleurs aussi, il était ambassadeur plus tard. Et avec l'équipe que nous avions, avec Marie Mindras et d'autres, nous avons compris, un peu comme quand j'étais allé à Berlin à la fin novembre 89, nous avons compris dans ce mois d'août du coup d'État que l'Union soviétique était finie et que toutes les tentatives pour rétablir, pour consolider Gorbatchev ne marcheraient pas. Et nous l'avons dit. Et nous avons dit que ce qu'il fallait, c'était à ce moment-là essayer d'accompagner cette dislocation pour qu'elle soit la plus pacifique possible. Certaines notes de l'époque sont absolument prémonitoires, mais à presque 40 ans d'avance. Je vous lis une note qui est de 91, où on évoque plusieurs scénarios. Et on évoque un scénario, je vous lis un passage. « Ce sauveur émerge de la confusion ambiante avec un programme de renaissance de la Russie qui parvient à faire vibrer un peuple meurtri par la perte de son identité dans le naufrage et de l'Empire et du communisme. S'appuyant sur une partie de l'armée du complexe militaro-industriel, sur un mouvement au-dessus des partis, le sauveur, qui pourrait être issu du camp des démocrates, développe un discours construit autour de références nationales et religieuses, complexe de la nation russe écrasée et explicitée, exaltation de valeurs russophiles et orthodoxes, repli sur la terre, la nature, l'héritage historique. Des éléments empruntés au fascisme apparaissent dans le culte du guide, le retour à des formes politiques corporatistes de l'ancienne Russie, etc. L'ennemi désigné devient l'étranger, c'est-à-dire celui qui en Russie ne participe pas à cette communion. Ce sont aussi ces forces extérieures qui veulent asservir la Sainte Russie à leur volonté. L'Occident cosmopolite. Bon, vous ne reconnaîtrez personne dans cette description, mais c'est assez étonnant et c'est écrit en 91. Alors, face à ces mouvements tectoniques, évidemment, se pose la question de la politique étrangère. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et dans les notes de l'époque du CAP, on reconnaît qu'en réalité, il n'y a pas tellement de choses qu'on puisse faire, qu'il faut soutenir les réformes économiques. Le CAP, rétrospectivement, fait quelques erreurs parce qu'à mon avis, il sous-estime le choc qu'a sur la population la transformation de l'économie soviétique en économie de marché et la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection. Parce que je crois, aujourd'hui, avec 30 ans de recul, plus de 30 ans de recul, je crois que dans l'orientation actuelle de la Russie, les années traumatisantes entre 89 et l'an 2000, cette décennie de chaos, a joué un rôle dans le désir d'ordre, le désir du sauveur, évoqué dans une note que je mentionne. Je crois que ce chaos a joué un rôle très important, peut-être plus important que les questions d'élargissement de l'OTAN, à mon avis, qui sont une question qui intéresse les spécialistes. Ça n'a pas touché la vie des Russes comme le chaos économique du passage brutal à l'économie de marché l'a fait. Et là, le CAP, à mon sens, n'a pas, rétrospectivement, on n'a pas été aussi bon qu'on aurait pu l'être sur ce sujet. Je le regrette, c'est un peu tard pour regretter, mais avec le recul du temps, je pense que les Occidentaux auraient dû mettre en place un programme de protection de la population beaucoup plus solide. Je crois aussi que la privatisation des grandes entreprises d'énergie qui a fondé le pouvoir des oligarques d'aujourd'hui, il y avait un côté un peu idéologique, mais on était dans une époque, à la fin du XXe siècle, où il fallait tout privatiser. Peut-être qu'on aurait mieux fait de garder certaines grandes entreprises d'État russes et que ça aurait évité la montée en puissance des oligarques avec lesquels ensuite Poutine a fait un deal, en quelque sorte. Donc il y a un jour, maintenant c'est la tâche des historiens, on écrira des livres apaisés sur ces sujets quand toutes les archives seront ouvertes. Mais je pense que le CAP a été très juste et très largement grâce à Pierre Buhler sur la profondeur de la crise de l'Union soviétique, sur l'éclatement de l'Union soviétique, sur les mesures d'accompagnement qu'il fallait prendre. Il était bon sur le côté politique
Par exemple, sur l'Ukraine, on a évoqué la possibilité d'une guerre russo-ukrainienne. On l'évoque en 91, elle viendra 30 ans plus tard. Je crois qu'on pose bien les problèmes de l'époque. On a écrit une note sur un discours que Kravchuk prononce à Harvard en 91, où il montre toute la difficulté du sujet. Mais en même temps, se positionne, enfin il y a plusieurs candidats à l'époque à la présidence de l'Ukraine, se positionne fermement pour un Ukraine indépendant, qui voudrait neutre à l'époque. Il y a toute la question des armes nucléaires qui sont encore en Ukraine à l'époque. Donc sur tous ces sujets, je crois que politiquement, on a été assez juste. Sur le plan économique, on aurait peut-être être plus créatif et plus nuancé. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur, une série du podcast Sources diplomatiques. Sources diplomatiques est le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une plongée au cœur de la diplomatie française, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.